Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des School Days, un format proposé par le média J'ai un pote dans la com, un format inédit, un format en live, un format qui est né du confinement pour s'intéresser aux écoles. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pendant une heure de questions-réponses, une heure d'échange, une heure de focus sur l'école ISG. Pour répondre à nos questions et à celles que vous allez nous poser, nous recevons aujourd'hui Thierry Sebag, qui est directeur général de l'ISG. Thierry, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode School Days. L'objectif, comme vous le savez, ça va être de se poser les questions autour de l'école, de comprendre un peu ce que vous faites là-bas, les différents parcours, les différentes formations et surtout l'ADN et les valeurs proposées par l'école. Pour commencer ce live d'une heure, je vous propose de commencer avec la partie pitch et la minute promo. Vous avez 1 minute pour nous pitcher l'école. Vous commencez quand vous voulez. Eh bien, merci. L'ISG, c'est d'abord l'école des étudiants qui ont un petit côté turbulent. On les qualifie souvent de débrouillards, d'ingénieux, de créatifs. Et vous savez, je vais vous le faire aussi façon mot passant, ce sont des arrivistes. C'est-à-dire des gens qui veulent arriver coûte que coûte. Et pour moi, dans cette catégorie, dans la façon dont on présente l'école, il y a d'un côté ceux qui veulent arriver et qui mettent tout en branle pour y arriver. Et puis, il y a les partisans du chemin. Moi, je les appelle les cheministes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette école de différent? On a une culture entrepreneuriale qui est extrêmement forte et qui est liée à l'innovation. Et on a des gens qui sont juste incroyables. Vous utilisez peut-être Lydia tous les jours. Eh ben, Lydia, c'est une application de paiement qui a été imaginée par un ancien de l'école. On a des gens, peut-être que vous avez pris, vous savez, le vin en canette, ça se fait souvent dans les aéroports. Ça aussi, Ouais, c'est un étudiant tout à de fait. l'école. Et vous savez quoi? On a un étudiant dont le père, dans les années 70, était dessinateur à François et qui a fait un petit truc comme ça, un point, un point. Il a inventé le smiley. Son fils, qui était étudiant à l'école, a déposé le smiley dans 118 pays. C'est ça, ISG. Ce sont des étudiants, quand ils ont quelque chose à la tête, ils ne l'ont pas ailleurs, hein, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, sur le projet de l'école, on a un projet d'école qui est bien entendu très tourné vers cette culture entrepreneuriale, très internationale, ça va avec, et un réseau qui est extrêmement fort. Et c'est une école qui est l'école des profils atypiques, de tous ceux qui savent, qui ont un petit truc en plus, qui est parfois dérange parce que ça ne les met pas dans les bonnes cases pour pouvoir avoir des réussites linéaires et normales. Mais ça les met dans des situations où ils vont pouvoir avoir des réussites incroyables. Le patron de Thoiry, le directeur général de Thoiry, c'est un ISG. Incroyable. Et on se dit, mais quel est le lien? Et est-ce qu'ils auraient réussi malgré tout? Et ce qu'il y a, c'est que on apprend à l'ISG à s'ouvrir sur le monde, on apprend à travailler dans des cultures qui ne sont pas la sienne, et dans des cultures, c'est bien entendu dans des environnements où on est obligé de travailler avec des Américains, des Anglais, mais aussi de travailler avec des ingénieurs. Et tout ça, ça fait une culture très différente, et c'est l'école des gens atypiques reliés à un réseau qui permet de vraiment s'ouvrir sur le monde et de pouvoir aborder sereinement la vie professionnelle. L'école, j'aime bien cette expression, l'école des gens atypiques. C'est pas l'école atypique, c'est l'école des gens atypiques, Oui. ouverte sur le monde. Ça me permet d'enchaîner avec ma deuxième question sur la spécialité de l'école. Quelle est la singularité de l'école? On vient de le présenter rapidement, mais est-ce qu'on peut rentrer un petit peu en détail sur à quoi elle va former et comment elle se différencie des autres écoles de management et qu'est-ce qui va la rendre quelque peu singulière? Alors, en premier lieu, c'est une école de commerce, de management, et elle fait des choses comme toutes les autres écoles. Qu'est-ce qu'elle fait d'abord comme toutes les autres écoles? De partout, on vous parle d'entrepreneuriat, de partout, on vous parle d'innovation, de partout, on vous parle d'international. De partout, vous avez ces trois valeurs qui sont les trois valeurs cardinales de toutes les écoles. Et bien entendu, vous allez trouver ça. Mais ce qui rend l'école différente, ce qui rend l'école atypique, c'est le focus que nous mettons sur tous nos programmes, sur le mode opération. Moi, je ne parle plus de mode projet, j'en ai marre de projet. Pourquoi? Parce que projet, ça veut dire rêve, rêve, ça veut dire pas concret. Et on est dans des situations où on vous dit, bah, on va faire des études de cas. Moi, je veux plus des études de cas, je veux des cas concrets et réels. Et alors, on met tous nos étudiants en situation de relever des défis
de tous les jours et des entreprises qui en ont vraiment besoin. Ou quand on se dit que l'on va, par exemple, imaginer un système de commande en ligne, où on va digitaliser un vignoble dans le sud-ouest, où on va aider une petite entreprise qui est au Maroc à venir livrer en Europe, où on va imaginer comment on va communiquer pour un food truck qui est installé en Suisse auprès de ses clients. Ça, vous voyez, toutes ces missions que j'ai décrites, toutes ces opérations que j'ai décrites, ça fait partie de 200 missions que nos étudiants, en première et deuxième année, ils étaient plus de 1000, ont relevé durant le temps du confinement. On a imaginé un truc d'abord en faveur des très petites entreprises, aussi des collectivités, aussi des associations. On a travaillé en partie avec la Croix-Rouge, comment collecter des fonds, comment aller rechercher des gens pour pouvoir travailler pour la Croix-Rouge, trouver des bénévoles. Et on l'a fait dans l'obscurité la plus absolue. Qui avait le plus besoin d'aide sur la communication? Qui avait le plus besoin de passer le cap du confinement, et y compris maintenant? C'est toutes petites entreprises. Et cet Ouais, bien ADN sûr. très entrepreneurial, nous, cette imagination, vous voyez, je pourrais vous dire, dans une école de commerce, on apprend à gérer et on vous apprend à utiliser Excel. Et ce que je dis à tous mes étudiants, et j'ai 60 étudiants avec qui je travaille en direct personnellement dans l'école, dans le cadre d'une start-up école, eh bien, tous mes étudiants, je leur dis, vous savez, on ne va pas gérer façon Excel, on va d'abord gérer avec nos cerveaux, parce que la contrainte libère l'imagination. Et on apprend à libérer son imagination et à faire des choses pour que des petits commerces puissent se relever. Et alors, je vais vous en donner un de cas. C'est mon cas dont je suis le plus fier. On a aidé une petite marque de vêtements qui était à Nantes. Du jour au lendemain, confinement oblige, le chiffre d'affaires est tombé à 0 €. Pendant les 3 mois, ils ont fait près de 9 000 € de chiffre d'affaires par mois, grâce à ce que nos étudiants, première et deuxième année, ont imaginé. Moi, j'étais super fier. Et alors, j'étais tellement fier que j'ai eu des étudiants qui m'ont dit, mais monsieur Sebag, vous pensez pas qu'il faudrait jouer un peu les modestes? Ah non, 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 non. Je veux arrêter de jouer les modestes, parce que c'est en premier lieu la fierté que l'on a quand on a réalisé des choses comme ça et on se dit, ça, c'est grâce à nous. Et Puis avec ça, du sens, c'est ça bien fait aussi de le rappeler, tout. avec Bien du sûr, sens parce qu'on n'est pas au service juste d'une grande marque ou d'un grand groupe, on est au service de gens exactement, qui en ont besoin, en fait, et qui ne maîtrisent pas et qui ont besoin de cette expertise-là. Et exactement. leur apporter, je pense que ça donne du sens en tant qu'étudiant. C'est bien de bosser pour des grands groupes et des gros cas, mais le fait de s'attarder un petit peu à la réflexion des PME et des startups et de ceux qui ont des vraies problématiques business, je pense que ça fait sens et on est tout de suite un peu plus dans le concret. Euh, Exactement. Et, du et puis coup, sur- moi, et puis surtout, ça permet un truc, c'est que forcément, tout le monde se dit, si on me laisse la possibilité de tout mettre en œuvre, je suis vraiment dans du concret. On va pouvoir enfin, c'est ce qu'on dit à tous nos étudiants, sur des toutes petites entreprises, c'est elles qui ont besoin. Quand nos étudiants ont produit un site de commande en ligne, c'est juste génial parce qu'on le voit vraiment. On le voit vraiment. Et quand on est venu aider un petit restaurateur dans le Marais à passer le confinement, zéro, zéro au départ, commande en ligne, et bien entendu, zéro place vendue, puisque le commerçant est obligé d'être fermé. Comment est-ce qu'on affronte la concurrence des Deliveroo, des Uber Eats et de toutes ces plateformes-là? Comment? Alors on a imaginé des choses et on a mené des opérations et on lui a fait faire en test, on lui a montré qu'on était capable de lui apporter 50 couverts juste sur juste sur un midi, alors qu'il faisait au départ 50 couverts entre le midi et le soir. Et donc, qu'est-ce on qui, est en train d'amorcer tout ça. Voilà. qu'est-ce qui va pouvoir, du coup, à travers toutes ces mises en place un peu inédites, quelles seraient, selon vous, les trois valeurs fortes, si on peut en citer que trois, les trois valeurs fortes de l'école? Vous m'avez parlé d'ouverture d'esprit. De quoi on peut parler d'autre pour définir l'école en termes de grandes valeurs? Vous savez, derrière l'entrepreneuriat, pour moi, il y a un truc qui va avec l'entrepreneuriat. C'est l'enthousiasme. L'enthousiasme. Ça doit être joyeux, l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a un truc où on se dit, on va créer, on va bâtir. Et alors, dès qu'on fait ça, vous avez toute la famille qui est derrière, qui se dit, mais parce qu'on a beaucoup de fils et de filles
de chefs d'entreprise, parce que c'est des petits commerçants, parce qu'ils ont des petites entreprises. Et alors, quand ça revient chez soi, moi, je suis fils de commerçant, et quand je rentrais, que j'étais étudiant, il y a quelques années, mes parents me disaient, bon, ok, et alors de tout ce que tu as appris, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous en faire? Et ce truc-là, qui est, on a appris des trucs, et alors on est impatient, et vous me dites quelles sont les grandes valeurs. Je dirais, la première des grandes valeurs, c'est bien entendu l'enthousiasme qui est lié à l'entrepreneuriat. La deuxième, c'est l'audace, et ça va avec un truc qui est l'effacement de toutes les peurs. On n'a pas peur de pas être d'être mal jugé parce que personne ne vous juge. On n'a pas peur de mal faire parce qu'on sait que de toutes les façons on fera bien et qu'on apprendra des trucs. Et puis enfin, il y a un truc, la dernière valeur, c'est la liberté. C'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de se dire qu'on ne se fixe pas de barrières et qu'on va pouvoir faire et qu'on on aura peut-être des choses qui vont réussir dans tout ce qu'on entreprendra. Et vous voyez, dans ce que l'on a fait dans le temps du confinement, c'est juste incroyable pour moi. Le quart de nos 1000 étudiants qui ont été engagés dans l'école, aujourd'hui, poursuivent alors qu'ils n'ont aucune obligation et qu'ils ne sont même pas notés. C'est juste incroyable. Et Les projets que vous avez lancés. Oui, oui. Et on me dit, mais pourquoi? Et moi, je leur réponds, c'est juste parce que tout le monde trouve ça super et que personne n'a envie d'arrêter. Et on fait quelque chose qui est pour le bien de ces petits commerces, qui est pour le bien des associations qui travaillent tous les jours pour nous, qu'elles s'appellent la Croix-Rouge, qu'elles s'appellent les Restos du Cœur, qu'elles s'appellent d'autres associations humanitaires ou des associations en faveur des animaux. Et ils font ça tous les jours et ils se disent, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter parce que je me sens une obligation morale et sociétale. Et une sorte de valeur d'engagement. Exactement, exactement. Et c'est très important aujourd'hui pour les pour les marques, les agences, etc. Mais les étudiants encore plus que ceux qui vont porter ça, ce fameux engagement. Pour ceux qui aimeraient prendre des notes et ceux qui nous suivent depuis ce début de live, parce qu'on aime bien quand on est étudiant pouvoir un petit peu étudier les écoles en termes de chiffres, est-ce que vous aurez des chiffres clés à me donner sur l'école? Le nombre d'anciens, le nombre de campus, le nombre d'universités partenaires à l'étranger, ce genre de chiffres? Alors, c'est 22 000 alumni qui sont organisés aujourd'hui en 12 délégations pays et qui sont très actifs. Et alors, ça nous fait des choses étonnantes. Ces 22 000 alumni représentés dans 12 délégations pays. La plus active aujourd'hui, c'est le Vietnam, parce qu'on a à la tête des alumni au Vietnam quelqu'un qui est très lié à l'école, et qui aide les étudiants quand ils arrivent au Vietnam, trouver un logement, trouver un premier petit boulot, les aider en amont pour rechercher un stage, pour leur dire comment va être la vie. Et tout ça, ça fait que la première destination aujourd'hui sur les choix de nos étudiants, c'est le Vietnam. Étonnamment, c'est le Vietnam. Ensuite, bien entendu, on a New York où les alumni sont très très présents et constituent la première grosse délégation. On y a près de 500 étudiants diplômés qui y sont installés. C'est le premier gros chiffre que je donnerai sur ce réseau des alumni. Et puis, allez, tiens, je vais vous en citer juste un de ces alumni. Moi, j'en suis très fier parce que je l'ai fait intervenir cette année. Il nous fait le cours de géopolitique de l'Afrique. C'est un ancien diplômé de l'école et c'est, tenez-vous bien, le président élu, il tient au terme d'élu, parce qu'ils ne le sont pas tous, c'est le président élu de la République démocratique du Congo. Et il vient à l'école et il explique comment on fait du business en Afrique et comment il faut s'y prendre pour bien aborder ces marchés. Combien de partenaires et d'universités partenaires? 160 universités partenaires, à peu de choses près, plus de 80 doubles diplômes, voilà, et si je devais vous dire combien de diplômés sont placés dans les 2 mois qui suivent leur diplomation, on est pour cette année à plus de 87% de taux de placement en 2 mois. Donc on sait qu'on a un nombre de diplômés très fort et que c'est un atout massif pour l'école. Merci pour ces points de précision qui permettent un peu de se projeter un peu sur l'école et de savoir ce qu'elle fait, où elle le fait. Sur le territoire français maintenant, est-ce que
Où sont basés les campus? Combien il y en a? Est-ce qu'ils sont basés sur Paris uniquement ou est-ce que vous êtes présent ailleurs? Alors, à Paris, on a 2 programmes qui sont sur Parcoursup et aussi, bien entendu, des programmes qui ne sont pas sur Parcoursup. D'abord parce qu'une partie des programmes sont co-délivrés avec des universités partenaires et parfois de renom. Et je vais commencer d'abord par les programmes qui sont sur Parcoursup. On a 2 programmes sur Parcoursup. Le programme Grande École, qui est un programme visé, grade de master, bac+5, et un bachelor en management international, qui est un diplôme visé bac+3. À côté de cela, nous avons d'autres programmes qui sont offerts à Paris. Un BBA qui est délivré par Middlesex University, qui est classé comme l'une des 500 meilleures universités par le magazine Time, avec qui est classé Shanghai, avec qui nous délivrons à Paris un BBA. Et puis un programme qui s'appelle Business et Management, qui est lui déployé dans 7 villes de France, à Paris bien entendu, mais aussi à Lyon, à Nantes, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, et qui permet à tous nos étudiants d'avoir accès au programme de l'ISG. C'est un programme opérationnel qui est fondé d'abord sur un bachelor et qui, à l'issue de 3 ans, permet aux étudiants ensuite d'aborder sereinement soit des MSc ou des MBA en région, soit de venir à Paris rejoindre le programme Grande École ou d'autres formations. À côté de cela, nous avons d'autres formations, dont des formations métiers, notamment sur le luxe, avec une école très internationale qui s'appelle Moda Domani, qui est un programme de l'ISG, et puis un autre programme qui s'appelle Luxury Management et qui est déployé sur tout le territoire, les mêmes villes, plus Nice. Au total, cela représente 4500 étudiants que nous accueillons chaque année. D'accord, très très clair sur la partie formation, école et spécialisation. Ça va me permettre du coup d'enchaîner sur la partie formation pendant laquelle on va un petit peu plus se focus sur les spécialisations que vous avez, comment ça fonctionne, à quel niveau on peut rentrer, avec quel parcours. Du coup, deuxième partie formation. Ma première question, elle est simple. Est-ce qu'il y a premièrement des formations en anglais? Oui, on a des formations en anglais et on a des parcours en anglais dans ces formations. Je vais en prendre 2. On a tout d'abord un bachelor en management international qui est une formation en anglais, avec un parcours 100% en anglais dès la première année. Mais pour ceux qui ne se sentiraient pas de pouvoir prendre un parcours comme celui-là immédiatement, ils peuvent démarrer par un parcours où le plus progressif, où la première année est 60% en anglais et 40% en français. Dans le cadre du programme Grande École, on ne démarre pas 100% en anglais pour le début, mais dans le cycle master, les étudiants auront la possibilité d'avoir un parcours 100% en anglais dans lequel ils choisiront bien entendu leur spécialisation métier, le marketing, la communication, le luxe, l'entrepreneuriat, la finance, l'audit, le contrôle de gestion. Voilà. Et puis, bien entendu, les étudiants ont toujours la possibilité, dès la première année, d'avoir accès à des formations et puis surtout à des expériences internationales qui permettent de monter progressivement sur son niveau d'anglais et de pouvoir travailler dans cette langue sans se mettre trop de pression parce que voilà, le sujet, c'est est-ce que je serai aussi capable de suivre des cours en anglais? C'est pas toujours évident. On s'en rend compte quand on part à l'étranger où on se dit, bon, c'est bien, mais je me rends compte que je décroche facilement parce que j'ai jamais eu à suivre jusque-là des cours en anglais et puis surtout des cours de gestion. Il faut tout découvrir. On découvre la gestion, on découvre le marketing, on découvre la finance et dans une langue qui n'est pas la sienne et c'est compliqué. Mais quand on est sur certaines formations et notamment sur le programme Grande École, mais aussi sur le bachelor en management international, sur le campus du 16e, où nous avons ces 2 formations, on a 60 nationalités différentes. Et travailler en multiculturel avec des gens qui sont des Américains, des Norvégiens, des Anglais, des Indiens, des Népalais, des Chinois, et que vous êtes obligé de travailler dans une langue qui n'est pas la vôtre,
la difficulté qu'il y a à travailler dans une langue qui n'est pas la sienne, eh ben, elle s'efface progressivement parce que on sait bien que personne parle un anglais de Oxford ou de New York. Voilà. Alors du coup, ça met tout le monde au même niveau. Et Ouais, c'est clair. Ah, non, c'est clair. Puis, en France, on n'est pas non plus les champions, mais c'est bien de, de, de voilà, recentrer parce que c'est vrai que c'est quand même la langue du business et c'est vrai que même si on n'a pas un niveau de dingue en termes d'accent ou autre, l'essentiel, il est de comprendre ce qu'on va nous raconter, exactement. je pense, et de pouvoir s'exprimer. Et ensuite, effectivement, hein, ça va se développer une fois qu'on sera dans l'entreprise ou ailleurs. Exactement. Ça, c'est Exactement. Et des puis sujets qui surtout, évoluent. on se rend compte à quel point, quand on sort de là, on a des lunettes différentes. On se dit, est-ce que ça m'a transformé que de travailler avec des copains ou de me faire des copains norvégiens, allemands? Cette année, vous savez, je les voyais travailler ensemble. Et je voyais des équipes, j'avais dans la même équipe, on a beaucoup de des Népalais, des Allemands, des Américains. Et je voyais ce truc, et je me disais, la vache, les Indiens, honnêtement, je comprenais un mot sur deux. Un mot sur deux. Parce qu'ils parlent avec un accent, j'ai du mal. Personnellement, j'ai du mal. Ce qui est Mais dingue, c'est qu'ils ont un accent assez prononcé, mais ils sont meilleurs en termes de construction de phrases et enfin, j'ai l'impression, mais beaucoup d'étudiants indiens, oui, et puis ils ont un meilleur niveau de ils ont un meilleur grammaire et niveau, de, ouais, mais ils ont un meilleur niveau que nous. Mais surtout, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que quand ils voyaient que nous, on comprenait pas, et vous savez, quand on comprend pas, le mot qui vient le plus facilement, c'est oui. ouais, Et c'est alors, vrai, ouais. à nos oui, ils voyaient qu'on ne comprenait pas. Et donc, du coup, c'est eux qui nous tiraient vers le haut pour faire en sorte que nos projets, on puisse les mener à bien et que les équipes puissent fonctionner. Et ça met énormément de positif dans l'école, énormément d'enthousiasme dans l'école. Et tout le monde a envie, quand on est comme ça, tout le monde a envie de revenir. Tout le monde. Je pense que c'est assez parlant pour ceux qui nous suivent aujourd'hui pendant ce live. Thierry, est-ce que vous pouvez me préciser, me refaire un petit point de détail sur les différents parcours que vous proposez? Par exemple, en post-bac, j'ai mon bac cette année. Qu'est-ce que vous proposez à la sortie du bac? Est-ce que c'est un bachelor en 3 ans? Est-ce que c'est un programme grande école en 5 ans? Est-ce que c'est les deux? Et une fois qu'on a passé ces 3 ans-là, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je fais des MBA, des MSc? Comment ça marche en fait? Petit point de détail là-dessus. Alors, très simple. Vous avez, vous avez votre bac, vous allez avoir votre bac, vous avez deux options. Soit vous rentrez sur un programme grande école, Mhm. que vous vous dites, moi, je sais que ce qui m'intéresse, c'est cette logique de construction-là, ou dans ce programme grande école, j'ai mis des choses juste incroyables, incroyables. Je vais vous dire un truc que j'ai mis d'incroyable. J'ai mis un truc qui n'existe dans aucun autre programme grande école. J'ai mis un truc que j'ai appelé des nano-certificats. Alors, c'est quoi un nano-certificat? C'est un truc où vous allez prendre une compétence technique complémentaire du business, en intelligence artificielle, en création de sites web, en cybersécurité, en nouvelle mobilité. Vous utilisez sans doute de temps en temps des trottinettes électriques dans Paris, Ça, peut-être que faut vous... pas le dire parce que il y a la Ah, crédibilité qui est en jeu. Mais non. purée, bon, ok. Moi, j'ai utilisé hier Moi un aussi, truc. j'utilise. Allez, je Ouais, me moi range, aussi. j'utilise. Voilà. Voilà. Bon, comme tout le monde utilise ça. Nouvelle mobilité. Et pourquoi on a fait ça? Alors, et ces trucs-là sont labellisés par la conférence des grandes écoles. On les a fait labelliser cette année. Pourquoi on a fait ça? Parce que quand nos étudiants arrivent sur leur premier grand stage, on leur dit, vous savez faire quoi en vrai? Est-ce que vous savez faire un site web? Est-ce que si on vous parle de SEO, oh purée, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Est-ce que si on vous parle de cybersécurité, ça vous parle? Et on a voulu que les étudiants, nos étudiants, programme grande école, quand ils arrivent, ils aient un premier truc où on dit, bah oui, moi je sais faire un truc, je sais faire un site web, je sais faire une, euh, une politique digitale de communication pour une entreprise. Je sais monter un site de commande en ligne. Je sais, et je sais, et je sais. Et j'ai appris. Et d'ailleurs, vous savez, je ne suis pas encore diplômé, mais j'ai obtenu un tout petit diplôme, un tout petit certificat. On l'appelait un nano-certificat. Et c'est le grand truc de ce programme Grande École. Il est à forte dose d'expérientiel. La deuxième formation, elle est très internationale et elle s'adresse à des étudiants qui ont un bon niveau d'anglais et qui Mhm. te disent dès le départ qu'il n'y a pas de souci pour eux, on peut démarrer en anglais et ils ont envie de cette ouverture déjà très multiculturelle et à Paris et donc qui choisissent le bachelor en management international. Et puis, et ces deux programmes-là sont délivrés à Paris et à Paris seulement.
À côté de cela, on a le programme Business et Management, qui est un programme 3+2, et qui est ouvert sur les 7 campus où se trouve l'école, et qui permet à tous nos étudiants de pouvoir avoir accès à l'ISG et à tous ces programmes, d'abord sur des choses qui sont pratiques, opérationnelles, et qui vont pouvoir permettre de répondre à des problématiques d'entreprise. Et puis à côté de cela, j'ai des étudiants qui pourraient me dire, bah, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt le monde du luxe, de la mode et du design. Et dans ce cas-là, eh ben, je vous dirais, allez plutôt sur Moda Domani. Voilà. Donc voilà les programmes à l'issue de votre Bac+3, dans le cas du programme Business et Management, ou à l'issue du Bachelor en Management International, vous allez pouvoir rejoindre le programme Grande École ou les MSC, l'un des MSC MBA de l'ISG, voilà, et obtenir des doubles diplômes à Bac+5. Voilà. Ok, très très complet, très très clair. Du coup, des choses à la fois très canoniques, très larges, et en même temps des nanos. Comment vous avez dit, des nanos. Des nano-certificats. Oh, j'allais dire nano-spécialisation, nano-certificats qui permettent aussi de mettre le doigt sur des choses très techniques et très Exactement. spécialisantes, tout en restant ouvert. Et je pense, en plus, c'est des vrais sujets. Hein. Transfo numérique, intelligence artificielle, mobilité, c'est des vrais sujets pour des grosses boîtes, notamment Deco et autres. C'est des vrais sujets dans la ville. Donc, je pense que voilà, on a bien saisi cet enjeu de pluridisciplinarité, de complémentarité. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut rappeler. Les étudiants, ils doivent avoir une certaine forme d'adaptabilité, pas uniquement de savoir maîtriser les différentes structures marketing, les différents modèles de stratégie d'entreprise. OK. Mais je pense que ce genre de petite expertise métier, ou en tout cas secteur, peuvent parler, peuvent faire écho dans la tête de ceux qui nous suivent aujourd'hui. Merci pour cet éclairage-là. J'enchaîne du coup avec ma question sur l'alternance. Ça, c'est la fameuse question qui, aujourd'hui, revient beaucoup dans la bouche des étudiants. Est-ce que vous faites de l'alternance? Si oui, à partir de quelle année et sur quel rythme? Alors, on fait de l'alternance à partir de la 4e année, pas avant. Ok. Donc, en cycle master. Pour une bonne raison, c'est tout d'abord les compétences qui sont exigées et parce que l'alternance, c'est la voie du recrutement. Donc, les entreprises font de l'alternance quand elles savent qu'elles vont avoir un objectif de recrutement très vite. Elles n'en font pas en vain. Quel rythme? On a 2 rythmes. Dans le cas des MSc MBA, c'est sur la semaine, 2 jours, 3 jours. Dans le cas du programme Grande École, c'est 1 semaine, 3 semaines. Et ça permet aux étudiants qui sont dans des entreprises françaises à l'étranger de pouvoir passer 1 semaine à Paris et 3 semaines à l'étranger, Ouais, donc en minimisant le coût des déplacements. Ok, donc l'alternance, elle fonctionne comme ça. C'est quel type de contrat? C'est un contrat d'apprentissage ou est-ce qu'il y en a un deuxième, il y en a peut-être un troisième qui va arriver avec les propositions de l'État, on ne sait pas trop. C'est quel type de contrat? Alors, on propose et du contrat de professionnalisation et du contrat d'apprentissage. Ok, très très clair. Voilà. Du coup, pour peut-être remettre ça en tête aussi, pour ceux qui nous suivent, ça finance la formation. Donc ça, c'est un point quand même assez important. Oui. L'alternance permet de financer sa formation et en plus d'avoir un salaire. Donc pour ceux qui seraient en train de se poser des questions sur quelle école, quel master, quel budget, l'un des plus chers que d'autres, comment je fais, on rappelle que l'élément d'alternance, il est quand même essentiel et pragmatique dans la mesure où il finance la formation. Donc ça, je tiens à le rappeler pour ceux qui nous suivent. À partir de ça, on va pouvoir enchaîner avec les types de métiers préparés. C'est-à-dire qu'on a vu déjà un large panel d'expériences et de projets, en tout cas d'opérations, comme vous les appelez chez vous. À quel type de métier on peut prétendre en sortant de chez vous sur les cursus business, marketing et entrepreneuriat? Est-ce qu'on va avoir une petite liste peut-être de métiers Alors, vous savez, quand on parle des métiers, ça m'amuse toujours parce que les métiers, ça veut dire 2 choses. Les métiers, ça veut dire les secteurs. Quand on demande à quelqu'un, alors, dans quoi vous travaillez? Ouais. Et il vous dit, moi, je travaille dans la banque. Oui, ok, mais il fait quoi dans la banque? Oui, il vous dit, moi, je travaille dans la com. Ok, mais il fait quoi dans la com? Et derrière les secteurs, la finance, l'agroalimentaire, l'automobile, vous avez ensuite des fonctions de DRH, de directeur de la com, de directeur du marketing,
Et quand on croise les deux, les secteurs et les fonctions, on tombe sur les évolutions que l'on va avoir dans les secteurs et pour les métiers. Et nous formons à tous les secteurs, pour toutes les fonctions dans ces secteurs. Qu'est-ce qu'on constate? Ce qu'on constate, c'est que l'exercice des métiers dans les secteurs change. Le métier de l'automobile a changé. Demain, on louera des voitures plus que ce qu'on loue aujourd'hui. Et l'exercice de la fonction, par exemple, du marketing, a elle aussi radicalement changé. Et donc, dans tous les métiers, on prépare au métier de la RH, au métier de la finance, au métier de la communication, au métier du marketing, mais on sait qu'il faut une très forte dose d'ouverture sur la tech, sur les nouvelles technologies, que difficile aujourd'hui d'imaginer de faire de la communication sans savoir comment marche la communication sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Difficile d'imaginer que l'on va faire du marketing sans avoir ce que l'on appelle des analyses chiffrées des campagnes marketing qu'on va lancer. Et on utilise aujourd'hui des médias numériques. Très bien. Comment est-ce qu'on les mobilise? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est cela que l'on apprend. On forme à des métiers. Ils ne changent pas sur les intitulés, mais en revanche, le contenu, lui, est radicalement différent, y compris pour nous d'ailleurs. Hein. Mon métier de prof, je ne le fais pas. J'ai commencé à être prof en 95. Voilà. Et entre 95 et aujourd'hui, en 95, j'utilisais un tableau vert. On dit quoi? Mais il était vert, mon tableau. Et j'utilisais de la craie. Et je savais que j'avais bien bossé quand j'avais de la craie. Partout. Voilà. C'était clair. J'ai bien bossé. Aujourd'hui, plus personne n'utilise de la craie. Non, mais je trouve ça intéressant, ce parallèle un petit peu drôle, mais vous avez insisté sur un point fondamental hein, des métiers. C'est pour ça que je vous ai posé cette question-là. Des métiers qui se transforment. Donc, l'intitulé ne change pas forcément, mais la fonction d'un directeur marketing aujourd'hui, agroalimentaire ou luxe ou autre, va changer dans les outils, dans les attentes de consommation des gens. Et je pense que c'est bien de le rappeler et que c'est bien de préciser, c'est pas parce que tu vas dans tel secteur ou à tel métier que ça va être à chaque fois pareil. Là, il y a des métiers, il y a 50% des métiers liés au numérique qui ne sont pas encore nés, ils sont en train d'accoucher, ils ne sont pas encore présents dans les entreprises. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, toutes ces thématiques de tech, de mobilité urbaine, de neurosciences, etc., montre que l'école a quand même bien compris et bien saisi cet enjeu-là de former des gens, non pas à des postes clés ou des postes précis, mais à des capacités d'adaptabilité, d'ouverture sur le monde. Parce qu'un responsable marketing qui ne comprend pas les enjeux du numérique et qui veut faire que de la presse papier ou du métro, c'est très bien, mais il faut qu'il ait le budget et il faut qu'il comprenne aussi tous les sujets de ROI et que c'est des vraies problématiques. Exactement. Et alors, vous savez, ça me fait marrer parce que quand je vais sur les salons et qu'on me dit, bon, ok, les métiers de demain n'existent pas, je dis, ok, mais la belle affaire, attendez, vous allez rentrer dans une école où le patron de l'école, il vous dit que les métiers de demain, il ne les connaît pas. Donc et alors, on n'y forme pas, en fait. Dans son école, qu'est-ce qu'on y fait? Et alors, vous savez, ma réponse à ça, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai dit, dans les programmes sur lesquels aujourd'hui on a mis énormément de moyens, sur tous nos programmes, on a mis énormément de moyens en termes de digital, 40%, c'est du mode opération. Et alors, on fait venir des entreprises qui nous disent, voilà ce que sont nos sujets de demain, nos problématiques, sur quoi on réfléchit. Cette année, on a fait venir eToro, qui est une plateforme qui fait du négoce sur des monnaies électroniques. On a fait venir Mercedes sur la place du gaming dans l'automobile de demain. Et donc, on a réfléchi avec eux sur leurs problématiques à eux. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 ans, il y a 5 ans, on ne parlait absolument pas d'intelligence artificielle. Et donc, on ne formait pas nos étudiants à ça. Et aujourd'hui, j'ai mis de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire en sorte que nos étudiants, on ne forme pas des ingénieurs. Hein, non, mais qu'ils comprennent les enjeux. Mais pour qu'ils bien sûr. Exactement. Et que je sache faire un minimum de choses. Même moi, j'ai appris à faire un site internet, même moi. Et puis en tant que manager, on est censé faire le lien entre l'opérationnel technique et de ce sujet-là et les décisionnaires. On est censé, si on ne comprend pas le langage du premier, on ne comprendra pas la réaction du deuxième et on ne sera pas capable de... Et c'est bien de préciser ça aussi, je pense que c'est bien de le souligner. On ne forme pas des techniciens, c'est clair,
il y a des écoles d'ingé, il y a des écoles spécialisées là-dedans, mais on forme des gens capables de réfléchir, et c'est un peu bête, mais capables de réfléchir et de se comporter face à une problématique donnée, et de pouvoir faire dialoguer les gens et de remplir sa fonction de manager dans des entreprises qui vont être de plus en plus, comme vous l'avez dit, digitalisées, soit par essence, soit parce qu'elles sont obligées. Et alors, vous savez, il y a un passage de Maupassant dans Bel Ami que j'adore. Et ça dit, ses camarades disaient de lui, c'est un malin, c'est un rusé, c'est un débrouillard, un qui saura toujours se tirer d'affaire. Et il s'était promis de devenir un rusé, un malin, un débrouillard. Chez lui, le désir de réussir régnait en maître. Tout est dit. Tout est dit. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça l'école. C'est comme ça que je conçois l'ISG. Ouais, puis c'est assez éloquent de prendre cet exemple-là parce que ça peut paraître très lointain, mais au final, c'est très vrai en fait. Parce que les gens qui aujourd'hui sont à des postes de direction et des postes ou qui ont monté leur business, des belles boîtes françaises qui marchent, ils ont fait des belles écoles aussi, mais je pense que c'est avant tout des gens qui ont une manière de réfléchir. Je pense qu'il y a Franck Hanès qui a monté Sopress et toutes les verticales qui vont avec. Le mec est juste débrouillard, c'est exactement ça, c'est un débrouillard. Il monte des projets, des médias, il a zéro business à la base, il monte des trucs. Exactement. Et donc effectivement, alors, il est passé par les cases Canal, etc. Mais comme vous l'avez dit. Pour le prendre un peu moins grandiloquent que Bel Ami et Maupassant, j'ai vu le week-end dernier Sing. Vous savez, le dessin animé. C'est l'histoire d'un koala. Avec les animaux, là. Avec les animaux. C'est l'histoire d'un koala qui voit son théâtre détruit. Il ne sait pas comment on va faire. Et puis au final, avec 3 fois rien et en faisant des tonnes d'erreurs, il arrive à remonter complètement son théâtre. Et je me suis dit, eh ben voilà, c'est Maupassant et c'est Bel Ami aussi, ça. Donc du coup, voilà, comme on le dit assez souvent, mais ici, ça prend tout son sens. Savoir-faire, évidemment, mais surtout savoir-être et savoir se comporter. Ça, je pense que c'est assez important. Du coup, ça me permet d'enchaîner avec ma troisième partie, qui est la partie vie à l'école. Partie dans laquelle on va s'interroger sur les manières de faire et les projets extrascolaires, les types de projets qu'on va mener. Est-ce qu'il y a des hackathons? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des voyages à l'étranger? Comment ça marche en fait d'être étudiant chez vous? Donc ma première question, elle va être très simple. Très bateau, mais elle se pose dans la tête des jeunes, dans la tête de leurs parents surtout. Qu'est-ce que vous répondriez à un étudiant qui dit qu'il veut faire du marketing digital et de la communication, alors que ses collègues qui vont en droit et en médecine lui disent « Écoute, non, mais c'est bouché ce que tu veux faire ». Qu'est-ce qu'on lui répond à cet étudiant-là? Alors, sur les métiers aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ces métiers qui sont aujourd'hui en construction, ils ne sont pas bouchés. Ce qui est bouché, c'est les métiers tels qu'on les imaginait hier. Voilà. Et quel que soit le secteur, vous pouvez dire, le secteur est bouché parce que vous avez pléthore de gens, mais pour des gens qui ont de la créativité, qui ont de l'imagination sur leur propre métier, un de nos anciens est aujourd'hui le patron d'une des filiales de Fiducial, Compta. Vous pouvez dire, oh là là, c'est ultra sérieux, ça ne fait pas rêver. Et alors, il est sur toute la question de la digitalisation du parcours client. Qu'est-ce qu'on est venu chercher chez ce garçon? On est venu chercher l'ouverture au digital. Et dans les tout récents diplômés, on a un garçon qui est data analyst chez Hermès. Et il sillonne le monde entier pour comprendre quelles sont les données que l'on va pouvoir utiliser pour pouvoir faire du marketing direct auprès des clients d'Hermès. C'est juste génial. Moi, je me dis, ce garçon qui a appris en partie seul, en partie à l'école, à analyser des données, il faut qu'on ait systématisé ça. Et aujourd'hui, ces métiers sont en train d'être construits et les entreprises ont besoin de jeunes qui aient cette double culture tech et business et où on ait cette très grande ouverture sur le monde et cette capacité à imaginer des solutions. Qu'est-ce que recherchent les entreprises? Des gens ingénieux. Et comment on devient ingénieux? En imaginant l'école comme une salle de sport, un lieu où on vient s'entraîner. Et s'entraîner, on vient apprendre à avoir des idées. Elles sont parfois délirantes, ça fait marrer tout le monde, mais le fait que vous ayez eu 10, 15, 20, 50, 100 projets au final sur lesquels vous ayez travaillé, vous avez tout vu.
Vous avez tout fait. Et au final, ça fait tilt instantanément. Et si vous voyez ce que font nos étudiants, honnêtement, moi, je suis à chaque fois soufflé. Ils sont en première année et je me dis, la vache, qu'est-ce que ça donnera quand ils seront en 5e année? Qu'est-ce que ça donnera? Déjà, en 3 mois, je vois pour certains, ils nous rendent des trucs, c'est de niveau professionnel. Et alors, c'est tellement de niveau professionnel qu'on me dit, mais est-ce que vous les avez payés? Je dis, ben non, ils apprennent, ils apprennent. Et alors, on me dit, oui, mais non, mais regardez ce qu'ils ont fait. Je dis, ben voyez. Donc attendez encore 3 ans et vous nous le récupérez à la fin et vous leur donnez un petit CDI. Non, mais c'est une bonne réponse et je pense qu'en tout cas, c'est une réponse qui fait sens dans la mesure où effectivement, une maîtrise, une co-maîtrise business et tech ou business et numérique aujourd'hui est essentielle et ça démontre totalement l'adage de ah bah c'est pas bouché le marketing ou la com. Bah non, non, non. Si tu fais les bonnes choses, les bons choix et que tu as cette appétence pour la transformation des entreprises, comme on le dit à chaque fois, hein, c'est pas bouché du tout, donc c'est bien de le rappeler. Pour les étudiants que vous allez recruter, moi j'aimerais bien poser une question très concrète. Quel profil vous attendez en fait? Est-ce que vous avez un profil type en tête ou plutôt libre? Comment on le recrute l'étudiant de l'ISG? Alors, vous savez, sur ça, moi j'ai vu quelque chose que j'ai trouvé super, c'est l'ONICEP. Et elle vous dit, en fonction de ce que vous aimez, voilà ce que vous seriez plutôt. Vous aimez les chiffres. C'est évident que sur les métiers de la finance ou sur les métiers de la compta ou de l'audit, il y a une part de chiffres qui est très importante. Mais vous êtes plus un créatif et forcément, vous aurez un peu plus votre place sur des métiers de marketing, de communication. Vous avez beaucoup d'empathie et vous êtes très à l'écoute et forcément sur des métiers de la RH, forcément ça va vous parler un peu plus. On n'a pas tous les mêmes profils et on ne se découvre pas tous les mêmes envies et les mêmes passions. Et dans une école de commerce, on forme à la RH, on forme à la finance, on forme au marketing, on forme à la communication, on forme des créatifs. Et est-ce que le profil est le même? Pas du tout. Et d'ailleurs, les écoles d'ingénieurs, quand ils viennent chez nous, ils veulent se former à la finance, forcément, ils viennent avec un cursus matheux très fort, en mathématiques très important, qui nous permet de monter le niveau sur les maths. Et quand, vous voyez, je vous ai cité eToro, les gens de chez eToro, vous savez ce qu'ils nous ont demandé? De travailler sur le marketing. Parce qu'ils ils sont venus nous voir en nous disant, voilà, nous, notre problème, c'est que les crypto-monnaies, déjà, quand on dit le truc, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et les marchés financiers, ça paraît tellement, tellement hermétique, on se dit, mais c'est pas pour moi. C'est pas assez, c'est pas assez simple. Et ils sont venus travailler avec nous sur des enjeux de création et de marketing et de communication. De quoi ils avaient besoin? De gens avec des compétences littéraires, de gens qui aient été suffisamment intelligents pour comprendre le marché et le transformer avec des mots. C'est très compliqué de faire simple. Ça demande C'est vrai, tout à fait. beaucoup d'intelligence de faire ça. Beaucoup plus que de rendre les choses compliquées. Ça, c'est très simple. Voilà. Non, non, c'est très, non, mais ça fait sens et c'est très clair. Et je pense que vous l'avez bien résumé. Quel parcours peut-être dois-je avoir si je veux venir faire le concours chez vous? Admettons, question très précise. Je veux rentrer en M1, donc en 4e année. J'ai fait un parcours et je vais rentrer sur un parcours plutôt de marketing ou sur une spécialisation numérique. J'en ai pas fait avant. C'est-à-dire que j'ai fait GEA avec très peu de cours sur le numérique. Après, j'ai fait une 3e année en fac éco en macro. Et je vais venir chez vous. Avec votre projet. Comment ça marche? Est-ce qu'on se rencontre? Est-ce qu'il y a un concours, un entretien, les deux? Venez avec votre projet. Vous allez devoir, aujourd'hui, il n'y a plus de concours en tant que tel, puisque, comme vous le savez, les écrits ont été éliminés pour toutes les écoles. Les oraux ont été réduits à la portion congrue. Et à mon avis, si on parlait entre nous, je vous dirais que les écoles se sont trompées et qu'elles ont fait un mauvais choix. Dire qu'on ne pouvait pas faire d'euros, c'était pour moi un contresens de fond. On est avec les grands patrons de toutes les écoles, on est sur Zoom du matin au soir et du soir au matin. C'est clair. Et la justification on ne peut pas faire des euros, c'est que soi-disant on ne pouvait pas se rencontrer. La décision a été prise par la conférence des grandes écoles, je l'ai respectée.
mais j'ai fait part de mon avis là-dessus. Bon, voilà. Aujourd'hui, on a des étudiants qui arrivent en nous disant, qui ont des profils incroyables, incroyables, et qui ont appris par eux-mêmes, souvent. Et alors, j'intègre à la rentrée des étudiants qui sont passés, par exemple, par l'Institut de Camondo, qui est l'Institut des arts décoratifs. Et ils arrivent avec des projets entrepreneuriaux. J'ai des étudiants qui ont des passions pour des sports, pour des animaux. J'ai eu l'année dernière une étudiante qui est arrivée avec une passion pour les chevaux et qui me dit, moi j'ai un projet entrepreneurial et je voudrais pouvoir montrer une clinique pour les chevaux avec mes parents. Et on l'a accompagné sur son projet. La communication, la partie du business plan. Et je me dis, nous, on fait clairement notre métier. On aide à monter des entreprises. Ce sont des projets qui sont parfois des projets familiaux, parfois c'est des projets individuels. Venez en premier avec votre projet. Venez nous raconter votre projet. Et quand vous nous écrivez votre lettre de motivation, racontez-nous votre projet. Faites de l'écrit, si on ne parle avec vous que à l'écrit, faites de votre écrit comme un oral. Soyez le plus clair possible. Et puis, si vous avez besoin, vous prenez votre téléphone, vous nous appelez, vous nous dites, Monsieur Sebag, on peut se parler quelques instants. J'aimerais bien m'entretenir avec vous. Et puis, bah voilà, et on voit comment on fait. Donc, une vraie logique d'accompagnement, une vraie logique d'échange. Exactement. Du coup, ça me permet de bien embrayer sur ma question suivante, qui est l'alternance et l'accompagnement à la recherche. Est-ce que vous avez, dans cette logique justement de suivi et d'accompagnement et d'échange, une manière de faire un peu spécifique à l'école? Est-ce qu'il y a un bureau des relations entreprises? Est-ce qu'il y a des coachings sur l'année? Comment on fait pour accompagner l'étudiant dans sa recherche de stage et d'alternance? Ah bah c'est très simple. Là, on fait deux choses. D'abord, on va voir les relations entreprises. Et ensuite, on va voir la présidente des alumni. Et dans le même temps, souvent, on vient voir soit la directrice des programmes, Mhm. soit le directeur général, moi. Présent. On dit, bah voilà, je suis là. On dit, bah voilà, j'ai un petit souci, comment on fait? Et pendant le confinement, quand on a créé ce gros truc, vous voyez, où on a mis 1000 étudiants, que j'ai appelé Planète Solidaire, j'ai monté ça, tenez-vous bien, avec 5 profs. Et on a déployé ce truc en 48 heures, le temps d'un week-end. On y a réfléchi. Le lundi matin, c'était lancé. On y avait mis 1000 étudiants. Et tout le monde se dit, oh, mais vous verrez, les étudiants, ça va s'essouffler. Il n'y a rien qui s'est essoufflé. Et ça a été juste pour nous un truc incroyable. 1000 étudiants, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 200 projets, des entreprises pour une partie d'entre elles qui étaient à l'étranger, que l'on a aidé. Voilà, c'est tout ça, c'était pour nous que du positif et qui montre ce que c'est que la valeur d'engagement dans une école de commerce. Je pense que c'est assez bien de préciser ça dans la mesure où c'était une période assez compliquée. Il a fallu, je pense on va retenir les écoles et celles qui ont monté des choses, qui ont su s'adapter et celles qui n'ont pas forcément réussi à passer le pas. Et je pense on va savoir un petit peu, en tout cas, on va voir qui a réussi à s'en sortir, à Exactement. sortir la tête de l'eau et plus que ça, à proposer des choses en s'adaptant. Mm. C'est d'ailleurs aussi l'objectif des School Days, hein, c'est de s'adapter à la situation pour continuer à donner du temps de parole aux écoles. Et aujourd'hui, Tout à fait. l'ISG, et c'est pour ça que vous prenez cette heure de live avec nous. Donc pour la partie alternance, ok, très clair. Est-ce que pour continuer là-dessus, sur les choses très pragmatiques de la vie en entreprise, est-ce que vous avez des informations à me donner sur le nombre de personnes, le nombre d'étudiants qui trouvent un CDI à la fin de l'école et le salaire moyen, entre Alors, guillemets? c'est 87% de nos étudiants qui sont embauchés dans les 2 mois. Mhm. Et le salaire en sortie Bac plus 5, avant prime, on est aux alentours de 43 000 euros. Ok, très clair. En fonction, à chaque fois on le reprécise, hein, mais en fonction des villes, des écoles et de la boîte dans laquelle vous allez Ça va, évoluer, ça ça va va. varier. Mais en tout cas, c'est cette fourchette-là. Ok, très clair. Voilà. Le taux de réussite aux différents diplômes, est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Alors, la réussite au diplôme, vous savez, elle est pour moi corrélée à l'accompagnement de nos étudiants. Mhm. On ne met pas nos étudiants en difficulté. Et donc, le taux de réussite est très élevé pour tous les diplômes. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas un niveau d'exigence, ça ne signifie pas que on donne nos examens, mais il y a un tel taux d'accompagnement. On a
19 étudiants par enseignant en moyenne. On est loin, vous voyez, un enseignant pour 19 étudiants, on est loin des amphis où vous pouvez avoir un prof pour 800 étudiants. Et quand vous avez, et je l'ai dit tout à l'heure, je suis 60 étudiants dans la Startup École, le taux d'encadrement dans la Startup École, tenez-vous bien, c'est un prof ou un encadrant pour 5 étudiants. Alors, c'est sûr qu'on sort des choses professionnelles. Mais quand vous avez ce taux d'encadrement de 1 pour 5, vous comprenez bien aussi qu'il faut vraiment le faire pour échouer. Ouais, puis c'est clair. Et puis c'est surtout là où d'autres modèles sont basés sur les amphis ou les plus grandes classes, cet accompagnement-là, il permet aussi, et je pense que c'est aussi ça le fait que les étudiants sortent de chez vous, ou en tout cas on monte des projets assez vite, c'est qu'un étudiant, un prof pour 5 étudiants, c'est quand même assez éloquent en termes d'accompagnement et de proximité avec les étudiants. Exactement. Et ça, c'est. Voilà, pour ceux qui nous suivent, comme on l'a dit au tout début du live, on était sur des sujets de proximité, d'accompagnement et de savoir-faire, de savoir-être. J'enchaîne du coup avec ma partie admission. Sur laquelle je vais vous poser des questions très concrètes sur les manières de procéder pour rentrer chez vous. Donc, partie admission, première question, est-ce que vous avez des chiffres à me donner sur le tarif des formations? Alors, globalement, entre première et dernière année, on est entre 9 et 12 000 euros. Voilà, tout dépend du programme dans lequel vous rentrez, tout dépend de l'année dans laquelle vous rentrez, et puis ensuite des choix que vous ferez à l'international aussi, forcément. Voilà, donc on va le prendre sur des frais de scolarité en moyenne. Disons que vous allez être entre 9 500 et 12 000 euros en moyenne sur l'ensemble de nos programmes. Sur les conditions d'entrée, ensuite, aujourd'hui, elles sont les mêmes pour tous, c'est-à-dire que vous rentrez sur dossier dans lequel vous avez une part d'académique et puis une part qui est votre dossier personnel, votre lettre de motivation, les éléments que vous venez rajouter en plus, que l'on regarde avec très grande attention. Et sur tous ces dossiers, notamment pour Grande École et le Bachelor en Management International, je les regarde personnellement et les presque 900 dossiers que l'on a eus, je les ai tous lus. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire les dossiers? Est-ce qu'on a la partie académique, les notes, les lettres de Voilà. recommandation, les dossiers? Qu'est-ce que ça veut dire l'autre partie? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans son dossier pour que pour qu'il fasse la différence? Est-ce que si je fais de la photo pour un collectif de musique, est-ce que si je fais du sport à semi-haut niveau, qu'est-ce que je peux faire pour que mon dossier soit un peu plus épais et qu'il puisse peut-être faire la différence? D'abord, la première des choses, écrivez-le correctement. 2, donnez-nous envie d'aller jusqu'au bout de votre lettre de motivation. Faites en sorte que votre lettre de motivation, on se dise « Ah la vache, t'as vu comment c'est écrit ?» Et peut-être qu'il y a des trucs qui sont étonnants, mais on ne recrute pas que des profils hors normes. On recrute aussi des profils, honnêtement, quand vous les voyez, on a, on a admis dans l'école, pour la rentrée prochaine, un garçon qui est un street artiste et qui est venu nous raconter de sa passion et nous dire en quoi il va faire de sa passion son métier et pourquoi il a besoin d'une école de commerce pour pouvoir exercer son métier. Peut-être que vous êtes fan de musique, peut-être que vous êtes fan de cinéma, peut-être qu'il y a un truc où vous dites j'adorerais travailler là-dedans. Et c'est de ça dont il va falloir parler. Racontez-nous ce qui vous fait vibrer. Dites-nous en quoi vous aussi vous vous sentez atypique et comment ce côté atypique, vous comptez le cultiver, comment on peut vous aider à le cultiver. Et puis venez nous raconter votre projet entrepreneurial. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de venir rejoindre l'école? Et alors, pour terminer là-dessus, j'ai une étudiante, vous voyez, qui est partie, elle a eu son bac l'année dernière, elle est partie en Corée là, elle a vécu le confinement en Corée, elle va intégrer l'école là en septembre, et elle me dit, Monsieur Sebag, vous savez, moi j'ai en tête de monter un business en Corée. Je dis, bah, ça tombe bien, parce que on a, nous, un partenariat avec une université qui est basée à Séoul, et bien entendu, on va vous aider à le monter ensemble. Et elle a quelques idées de secteurs sur lesquels elle a envie d'être.
Et forcément, ça fait écho à d'autres choses que l'on fait dans l'école. Donc une volonté vraiment de donner la parole aux jeunes qui ont des Oui. idées, ou en tout cas qui veulent se défendre Oui, par des choses très concrètes, et en même temps par un dossier un petit peu un peu plus soit très bien fait, très concret, très pragmatique, soit un peu plus singulier, un peu plus inédit, un peu plus qui sort un peu de la route classique. oui, exactement. Ok, bon, ça c'est très clair. Donc ça, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que c'est des éléments d'information importants à noter, parce que ça va vous aider derrière à choisir votre école, et si vous choisissez l'ISG, à faire les bonnes démarches pour tenter d'y rentrer. Est-ce qu'il y a eu une mise à jour par rapport au Covid? Est-ce que vous avez fait des choses particulières à l'école, où vous avez respecté les consignes qui ont été données pour les Ah, entretiens ou pour les recrutements? oh, c'est pas où, parce que si on dit où, ça veut dire qu'on les a pas respectés. On Non, a mais fait, peut-être qu'il y a eu une sorte de dossier complémentaire, ou je sais pas, avec d'autres alors, éléments. on a fait comme d'abord, comme toutes les écoles, bien entendu, on n'a pas fait de cours physiques, mais on a poursuivi online. Et alors, moi, je viens d'un monde où, à l'époque, quand j'étais enfant, on avait des lecteurs de cassettes vidéo. Et alors, le samedi, ma maman me donnait un peu d'argent pour aller louer 2 cassettes que je mettais dans mon lecteur de cassettes. Et beaucoup d'écoles voient le digital comme des lecteurs de cassettes vidéo. C'est-à-dire, OK, on vous met devant une vidéo, vous la regardez, et puis après, on attend que les choses se passent. Voilà. Et nous, on a fait les choses de manière très différente. Bien entendu, on a des cours qui sont en ligne, mais surtout, on a créé, je le disais, Planète Solidaire, qui est du concret mené depuis chez soi. Et donc, on a fait travailler les étudiants en mode projet sur des vrais cas, et les étudiants ont eu à aller chercher les cas entreprises, les entreprises à aider, les associations à aider, les collectivités locales à aider, à définir des missions, se fixer des objectifs, les réaliser, faire un retour. Et parfois, vous voyez, on a eu la finale mi-juin, mi-mai, pardon, et on a eu les gens de la Croix-Rouge qui sont venus saluer le travail qui avait été fait par nos étudiants. Honnêtement, c'est des moments où, vous voyez, c'est un jury, mais on se sent super fier quand on est à l'école et qu'on en est le directeur, que de voir ces étudiants salués par des chefs d'entreprise, par des responsables d'organisations non gouvernementales, venir dire tout le bien qu'ils pensent de nos étudiants, de ce qu'ils ont fait, et de se dire, on espère qu'ils vont encore continuer à travailler avec nous. Et du coup, tous nos étudiants, enfin, je l'ai dit, j'exagère, c'est mon côté marseillais. Ouais. Parce que je suis marseillais d'origine. Tous nos étudiants, enfin les 25% d'entre eux, j'exagère encore, 25% d'entre eux, c'est ce que je vous disais, ont décidé de poursuivre les missions qui leur a été confiées pendant Planète Solidaire. Voilà. Ouais, C'est un donc il y a la énorme truc. question du sens et de l'engagement, Oui, et dont on fait les choses parce qu'il y a une raison derrière. Et ça, c'est important. exactement. Et du coup, je pense que logiquement, hein, ça va former des managers qui vont avoir cette relation au sens, à l'éthique et à l'engagement un peu plus prononcée que ceux qui sont en place aujourd'hui. Même Totalement. si, et ça, c'est ce qu'on nous raconte tous les jours à la télé, dans les médias. C'est Il clair. faut des managers qui changent. Je pense pas qu'il faille fatalement une école sur le management écolo, etc. Mais je pense qu'il faut que les écoles de management, comme vous venez de le dire, hein, s'adaptent à ça et proposent aux étudiants des projets dans lesquels il y a une forte notion d'engagement et de donner aux autres, et pas uniquement de penser profit et CA. Et je pense que c'est bien illustré à travers votre opération. Les deux petits jeunes qui avaient un food truck en Suisse et qui ne savaient pas comment communiquer et qui se sont dit mais comment est-ce qu'on va faire pour donner nos emplacements, rester en lien avec nos clients, faire en sorte que la petite entreprise qu'on avait montée, elle puisse continuer de fonctionner. Honnêtement, vous voyez ces trucs et vous vous dites forcément que vous êtes super fiers de ce que vous avez fait. Non, c'est clair, et je pense que c'est bien de le souligner pour voir un peu la manière dont vous bossez et vous mettez en pratique les compétences des étudiants. Moi, j'enchaîne directement, du coup, sur cette fin de live, sur ma dernière partie, qui est la partie questions-réponses. Donc, cette partie qui est un petit peu sans filet, la partie où on va prendre les questions qu'on nous a posées et celles J'espère qu'on que vous a saurez eues. répondre. Oh oui, je pense. C'est des questions qui sont très concrètes, et je pense que c'est des choses qui tiennent un peu à cœur, hein, aux étudiants qui nous ont suivis et qui nous ont posé des questions depuis le début de la semaine en off. Ma première question pour la partie questions-réponses, c'est le BDE. Comment
marche le BDE DLS, qui est un BDE chez vous. Oui. Et rapidement, comment il marche? Est-ce qu'il y a des assos? Combien? Comment ils gèrent leur temps extrascolaire? Comment ça fonctionne tout ça? Il y a beaucoup d'assauts dans l'école. On en a plus d'une quarantaine qui sont présentes dans l'école. Alors, elles font beaucoup, elles font bien entendu beaucoup d'humanitaire. On a une équipe cet été qui va partir au Tadjikistan pour créer une école. On a bien entendu des choses qui sont très sportives aussi, liées à la voile, liées au rugby. On a des choses aussi qui sont très liées à un truc que j'adore, gourmet. Donc, on découvre des entreprises, des entreprises de champagne, des entreprises de vin, des entreprises de restauration. Voilà, on vient faire des dégustations dans l'école. On vient aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent à l'école pour apprendre la culture entrepreneuriale, parce qu'on a un projet dans le secteur de la restauration et de la gastronomie. On fait ça sur des temps dédiés. Généralement, dans tous nos programmes, le jeudi est balisé et le mercredi après-midi et le jeudi sont balisés pour les projets associatifs. D'accord. Les étudiants sont accompagnés par toute l'équipe. Et puis, voilà, j'ai voulu faire en sorte aussi que la direction de l'école soit très présente sur ces projets associatifs et sur les projets start-up. Et donc, j'en gère un personnellement. Voilà. Ok, donc l'engagement des étudiants, mais aussi et surtout l'engagement des accompagnants et du corps professoral et de l'équipe pédagogique. Donc, c'est bien de le rappeler aussi. Est-ce que, pour répondre à des étudiants qui voudraient rentrer chez vous, c'est des questions qu'on a peut-être déjà évoquées depuis le début du live, mais est-ce que, par exemple, après un BTS en Tech 2 Co, j'ai une chance de rentrer chez vous en 3e année? Si oui, comment je fais? Le plus simple, on prend rendez-vous ou on appelle le service des admissions, on explique son projet avant d'envoyer son dossier. On se fait préciser. Si on a besoin d'un rendez-vous avec un enseignant, un spécialiste d'eux, parce qu'on a un projet en entrepreneuriat, parce qu'on a un projet en finance, parce qu'on a un projet au marketing, on demande à avoir quelqu'un dans l'école, on vous trouve quelqu'un, et puis on avance. Ok, très clair, je pense que ça fait sens. On met à l'écran en ce moment les infos sur les recrutements pour que tous ceux qui nous suivent pendant ce live puissent noter les bons mails, les bons liens, les bons sites pour s'informer et prendre contact avec l'ISG. Question très concrète, mais qui fait sens aujourd'hui pour les personnes qui cherchent à se former. Quelle date d'inscription, quelle deadline pour venir chez vous? Alors, aujourd'hui, nous sommes en cours de recrutement, donc la deadline, elle est à la fin août, mais nous sommes aujourd'hui en phase bien entendu, d'admission de nos étudiants. Plus on attend, et plus, bien entendu, les places sont rares et chères. Ok, donc ça, c'est un élément important à noter. Commencez à faire votre dossier. En tout cas, commencez à prendre contact avec l'école s'il y a des éléments intéressants pour vous. Question à la fois technique, mais en même temps que beaucoup de gens se posent. J'ai fait un bac L, j'ai pris une option métier d'art plastique et une autre option audiovisuelle. Mes parents et moi, on aimerait bien faire une école de management pour avoir une certaine stabilité en termes d'accompagnement. Est-ce qu'avec un bac L et des options très artistiques, très littéraires, c'est un profil qui peut vous intéresser? Alors oui, et pour une très bonne raison, c'est que ces profils-là, quand on les envoie dans les agences de com, ils cartonnent. Et donc, les profils littéraires, les profils créa, c'est un de nos marchés parce que c'est ce que veulent les grandes agences, des gens qui aient une grande culture. Je pourrais vous montrer quelques affiches qu'ont produit nos étudiants où il fallait avoir cette culture littéraire, artistique, qui fait parfois défaut à des étudiants qui ne viennent pas de ces séries-là. Ok, je pense que ouais, c'est assez clair. Hein, ça peut peut-être décourager parfois le fait de se dire on n'a pas fait de maths, on n'a pas fait d'éco-gestion. Là, Thierry, vous nous rassurez, en tout cas vous rassurez ceux qui nous suivent. Oui. Il y a une possibilité d'échanger, de regarder le parcours, regarder
et que la créativité, elle est peut-être un peu plus développée en amont chez ces personnes-là, mais l'idée, c'est d'accompagner tout le monde sur ces sujets Exactement. de créativité. Autre question très basique, mais qui est quand même essentielle dans la tête de ceux qui nous suivent aujourd'hui. Est-ce que je peux bifurquer entre différents diplômes? C'est-à-dire que si je fais un M1 avec une spécialisation, je peux faire un M2 avec une autre. Alors, ça, Est-ce que je peux changer? Comment ça marche? Est-ce que c'est rigide ou pas? ça dépend du niveau auquel vous rentrez. Si vous rentrez en première année post-bac, bien entendu, vous allez avoir le choix le plus large. En deuxième année, les choix sont encore possibles, et en troisième année aussi. En quatrième année, les choses sont plus compliquées parce que les parcours se construisent petit à petit, donc il faut faire très attention. Et pour le coup, il faut prendre rendez-vous avec la direction de l'école ou la direction des programmes. On a des gens qui sont spécialisés par grands métiers, la finance, le marketing, l'entrepreneuriat. Si vous avez un doute, pour pas vous planter, le plus simple, c'est de demander un rendez-vous personnalisé avec quelqu'un avec qui on va parler de ce que c'est que de faire de la finance ou du marketing ou de l'audit ou du contrôle de gestion. Ok, très clair. Merci Voilà. Thierry pour cet éclairage. Pour terminer, on l'a dit, c'était l'école de l'ouverture, l'école de l'audace, l'école de l'initiative, avec des choses très larges, très canoniques, mais en même temps des spécialisations et des petites spécialisations, des petits cours métiers sur la tech, la data, etc. Est-ce que Thierry, pour terminer ce live, vous avez trois mots forts, 3 mots clés qui peuvent caractériser l'école et donner envie aux gens qui nous suivent de vous rejoindre pour l'année prochaine? Alors, vous voyez, j'ai commencé avec une citation de Bellamy, je vais rester sur Bellamy et cette phrase que j'adore, qui est chez lui, je devrais vous dire, chez nous, le désir d'y arriver régnait en maître. Voilà. Et je En pense que disant ça, tout est dit. ça fonctionne. Bah, de la littérature implémentée au business, bah, ça peut fonctionner au final et Voilà. ça match plutôt bien. Thierry, merci d'avoir pris ce temps Merci à pour vous. répondre à nos questions. Aujourd'hui, Merci à c'était un vous. épisode des School Days avec un focus sur l'ISG, école de management. On continue à l'écran à vous mettre les informations. N'hésitez pas à les contacter, à prendre contact avec les équipes pédagogiques par mail, par téléphone, sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on les transmettra sans problème. Merci à vous pour ce temps et je pense qu'on a fait le tour de l'école, on a pu répondre à toutes les questions. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à très vite. À très vite. Au revoir Merci à tous. Thierry, bonne soirée. Bye bye. Au revoir.